Alors, je vais me tourner vers la députée d'Hochelaga-Maisonneuve pour un bloc de 12 minutes environ. Vous comprendrez, Monsieur le Président, que mes collègues ont décidé que territorialement, j'étais la personne visée. Moins de trafic à matin. Alors, dans un premier temps, moi, je veux vous remercier de ce document-là qui nous permet d'avoir une discussion vraiment de fond là, sur des problématiques. Et ma question est, est-ce particulier à Montréal? Est-ce que c'est une demande qui est appuyée par d'autres municipalités et par l'UMQ? Ce serait ma première question. Je vous dirais que oui. Il est certain que la Ville de Montréal, on est membre de l'UMQ et également la Ville de Québec est un partenaire majeur pour la Ville de Montréal. Donc, la Ville de Québec a déposé un mémoire. On retrouve à peu près les mêmes préoccupations dans le mémoire de la Ville de Québec et également dans le mémoire de l'UMQ. On a eu la chance de discuter tous et chacun là, de ce qui était pour être proposé ici devant la Commission. Et on s'entend tous pour dire que ce sont les préoccupations des cours municipales. Excellent. Comme autre question, en page 3, vous nous dites qu'il faut étendre ces mesures aux infractions criminelles et à toute infraction de nature pénale. Donc, moi, je voudrais savoir, vous nous avez parlé du tabac, mais qu'est-ce qui vous vient en tête là, comme autre mesure, là, selon vous? Parce que le champ est large, hein? Autre type d'infraction? Oui. Bien, au niveau de la Ville de Montréal, oui, effectivement, le champ est large, mais c'est des infractions, c'est règlements sur les parcs, c'est règlements sur la nuisance, c'est règlements sur la paix publique, règlement, le P6, par exemple, qui est un règlement... Bien, le P6. Oui. Bingo. Donc, le règlement P6. Alors, ce sont ce genre de règlements qu'effectivement, il pourrait avoir, si les gens ne paient pas, il pourrait avoir des mandats d'emprisonnement qui pourraient être émis contre ces personnes suite au non-paiement. Alors, ça voudrait dire que les jeunes du P6 pourraient aller faire des travaux communautaires. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. J'entends la réaction de mon collègue de l'autre côté, là, mais on peut avoir des points de vue assez différents. De ce côté-ci, je vous ferai le commentaire. Concernant je vous dis que personnellement, je trouve ça excessif. Je vous dis, tant qu'à moi, c'est excessif. Je suis d'accord qu'on ne paie pas pour, ma collègue l'a d'ailleurs dit en séance mardi, que le fait de ne pas payer pour la licence de son chien, de ne pas avoir retourné un livre à la bibliothèque, c'est excessif, mais je pense que de l'autre côté, ça peut l'être aussi. Je pense qu'il faudrait baliser les infractions. L'entente de réciprocité, ça me fait toujours rire ce genre de truc-là, que ce n'est pas déjà fait. Des accords, entre autres, avec l'Ontario, on en a plusieurs. Ça doit être la même chose avec le Nouveau-Brunswick, j'imagine. Qu'est-ce qui fait l'État de New York? Qu'est-ce qui fait que ce genre de... Est-ce qu'il y a déjà eu des négociations? Est-ce qu'il y a déjà eu des démarches de fait? Il y a déjà eu des approches qui ont été faites avec la SAC. La SAC a signé ces ententes-là, a déjà des ententes en vigueur avec l'Ontario, avec le Nouveau-Brunswick. Mais la SAC, son mandat, quant à elle, elle s'est dit, moi, c'est les points d'inaptitude. Ce qui est la perception des amendes ou l'identification des défendeurs, ce n'est pas des points qui nous touchent. Donc, c'est la raison pour laquelle la SAC n'a pas donné suite à nos demandes. Pour nous, c'est important que la SAC donne suite à ces demandes-là parce que c'est au niveau de la sécurité routière, au niveau également du respect des lois en vigueur dans la province de Québec. Ça fait en sorte que des gens viennent de l'extérieur, commettent des infractions, puis finalement, c'est sans conséquence pour eux. Donc, on espère que la SAC puisse signer ce genre d'entente pour qu'il y ait des conséquences lorsqu'un défendeur non résident commet une infraction sur notre territoire. Selon vous, la SAC a-t-elle la possibilité de signer ce genre d'entente-là, aller jusqu'au niveau de la perception? Est-ce qu'elle a le pouvoir de le faire? Bien, c'est parce que, oui. En fait, Maître Brillant, là, je sais la parole, mais en fait, c'est déjà le cas au niveau des points d'inaptitude. C'est déjà le cas au niveau des points d'inaptitude. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas le cas au niveau des amendes. Ce n'est pas le cas au niveau des amendes. Mais est-ce qu'ils ont le pouvoir de négocier pour les amendes? Des fois, tu ne le fais pas parce que tu n'as pas le pouvoir. Ce qui négocie, ce n'est pas les amendes, c'est les suspensions de permis de conduire. Donc, c'est leur pouvoir en tant qu'entité gouvernementale de dire on demande à l'entité ontarienne de suspendre le permis de conduire d'un défendeur qui ne paie pas. De la même façon qu'eux vont également suspendre le permis de conduire. Ils vont pas aller percevoir les montants pour nous,
mais ils vont appliquer des sanctions qui sont la suspension du permis de conduire ou empêcher un véhicule d'être matriculé dans leur province. Est-ce qu'on sait s'il y a déjà eu des discussions sur la dynamique du suspension de permis de conduire? Il n'y a pas eu de discussion. Nous, on a fait des demandes à la SAC et la SAC n'a pas été plus loin. Parce que la problématique aussi, là, il y a d'autres problématiques qui sont rattachées au niveau des infractions commises par des défendeurs, c'est l'identification. Par exemple, quelqu'un qui commet une infraction de stationnement à Montréal, on a une plaque. La SAC, on va demander à qui appartient cette plaque-là. Elle va nous dire à qui ça appartient si c'est un résident québécois. Mais si c'est un résident qui vient de l'Ontario, la SAC, elle a accès aux banques de données d'Ontario, mais elle ne donnera pas l'information. Nous, ce qu'on a demandé à la SAC, par exemple, c'est de dire, quand on va signer une entente de réciprocité, c'est les points d'inaptitude, c'est l'identification des défendeurs, puis c'est également les sanctions rattachées au non-paiement des amendes. C'est un ensemble, c'est un tout qui doit être négocié entre les provinces. D'accord. Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. On va revenir sur un dossier qu'on aime beaucoup, nous, c'est les délais. On a parlé de délais tout l'avant-midi, on va encore parler de délais cet après-midi. Les citoyens aiment bien ça quand on leur parle de délais. Je veux juste comprendre là, la mécanique. Là. Qu'est-ce qui fait qu'il faut absolument que ça passe par le DPPC? Là? Dans le fond, votre revendication, c'est qu'on enlève cette étape-là et qu'on puisse directement agir par la Cour municipale. C'était dans la loi, j'imagine, là, vous me sortez votre code, là. Finalement, il faut presque comprendre qu'à l'époque, il faut se demander si ce n'était pas un oubli qui a été fait quand on a donné un pouvoir, une juridiction à la Cour municipale, parce qu'habituellement, quand on donne une juridiction à la Cour municipale, on donne également juridiction, pouvoir à ses procureurs d'agir. Et à 366, ce qu'on a dit, c'est qu'une poursuite prise en vertu du présent article ne peut être intentée que par le procureur général ou par le directeur des poursuites criminelles et pénales devant la Cour du Québec ou une cour municipale. Et le DPCP ne vient jamais devant les cours municipales. C'est les procureurs des cours municipales qui agissent. Ça coûterait pas mal trop cher. Donc, ce qu'on dit, c'est que le DPCP, comme on agit en matière criminelle, quand on agit en matière criminelle, il y a des ententes qui sont signées avec le DPCP. Le DPCP peut désigner des poursuivants, peut permettre à des procureurs de cour municipales d'agir en son nom. On veut que le DPCP donne ce pouvoir-là à certaines cours municipales d'agir. C'est un pouvoir qui sera encadré, c'est de dire le DPCP désigne des poursuivants municipaux, donc il peut encadrer le pouvoir, la façon d'exercer ce pouvoir-là, puis il peut décider qui va désigner, quelle cour municipale il va permettre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cadre des poursuivants municipaux, il faut faire des distinctions entre certaines cours. À la Cour municipale de la Ville de Montréal, ce sont des procureurs permanents. Ce n'est pas toujours le cas dans l'ensemble des autres cours municipales, mais à Montréal, ce sont des procureurs permanents qui agissent juste pour représenter la Ville de Montréal. Et le législateur ne parle jamais pour rien. Quelle est la jurisprudence derrière le fait d'avoir inclus cela à ce moment-là, à l'époque où on a écrit d'introduire cette... Il n'y avait pas de DPCP? Passé, le DPCP est arrivé en 2007. De Chemédé, vous Il peut nous donner répondez. un complément d'information. On va tous en profiter, monsieur le député de Chemédé. Non, mais je pense que Mme Brillant a parlé de ce point-là tantôt, c'est que le DPCP est arrivé en 2007. Puis quand la loi 6 a été adoptée en 2003, on parlait du procureur général. Donc, Mais si je peux me permettre simplement un rappel, parce qu'il y a les représentants du DPCP qui sont venus mardi et qui ont indiqué, en tout cas, c'était leur représentation, à l'effet que c'était une décision claire à l'effet de centraliser auprès à l'époque, le procureur général qui est devenu le DPCP, ce pouvoir de poursuite. C'était les représentations qui nous ont été faites. Effectivement, en 2003, le DPCP n'existait pas. Il a été créé en 2017. Les représentations de la Ville sont à l'effet que, dorénavant, et particulièrement pour les cours municipales comme Montréal, le DPCP émet des directives et supervise le travail des poursuivants. La Ville de Montréal nous dit qu'on pourrait à ce moment-là permettre aux poursuivants municipaux d'exercer ce pouvoir qui, à l'époque, n'avait été réservé qu'au DPCP, au procureur général DPCP. Je dois vous dire, Madame la députée, c'est peut-être qu'à l'époque, quand on a enlevé le pouvoir d'emprisonner, il y a certaines municipalités qui étaient réticentes à perdre ce pouvoir-là.
Donc, il y avait peut-être une crainte de la part du législateur à l'époque de dire, bien, si on leur laisse la possibilité de porter des accusations devant, bien, ils vont court-circuiter le système, puis finalement, ils vont toutes les envoyer via des requêtes 366 en prison. Et le but de la loi n'a pas été atteint. Mais je pense que finalement, dans les faits, tout le monde se sont rendu compte que les mesures qui avaient été données aux municipalités, aux cours municipales pour s'assurer de la perception, c'était des mesures qui étaient encore plus efficaces que l'emprisonnement. Donc, l'emprisonnement, c'est pour ça qu'on est prêt aujourd'hui à dire c'est pas plus d'emprisonnement qu'on veut. On veut même faire en sorte qu'il y en ait moins pour d'autres types d'infractions. Mais ce qu'on veut, c'est un outil dans une boîte à outils de plus qui nous permet, dans certaines circonstances, de dire bien, cette personne-là, elle se moque délibérément du système de justice. Bien, cette personne-là, elle, on va porter une accusation contre elle, puis on va demander d'emprisonnement. Et quand vous me dites « elle », donnez-moi un exemple. Bien, il y a des défendeurs qui vont venir, qui vont dire pas question que je paye, pas question que je fasse des travaux compensatoires, pas question vous n'avez rien contre moi, puis j'ai rien à mon nom, puis vous n'êtes pas capable de rien saisir, puis je ne veux pas payer, puis je ne payerai jamais. Bien, ce genre de déclaration, ce genre de défendeurs, ce sera le genre de personnes qui pourraient, dans certaines circonstances, puis qui vont accumuler. Là, il faut comprendre, c'est des gens, c'est pas quelqu'un qui a un dossier. Souvent, c'est quelqu'un qui a 10, 15, 20 dossiers et qui se fout complètement du système. Donc, c'est cette preuve-là qu'on va apporter pour dire cette personne-là, c'est comme un récidiviste, c'est quelqu'un qui, à de nombreuses reprises, on lui a offert de faire des travaux compensatoires, on a tenté de prendre des mesures pour percevoir des brefs de saisie, des saisies de salaire, de saisir. Il y a des gens qui ont des véhicules qui empruntent toujours les véhicules des autres quand ils commettent des infractions au code de sécurité routière, donc on ne peut pas saisir leur véhicule. C'est ce type de défendeur-là qui fait en sorte qu'on pourrait demander, dans certains cas, l'emprisonnement contre eux. Et quand on parle de ces délais-là, parce que entre le premier avis, le deuxième avis, pour se rendre jusqu'au bout de ça, là, on parle de... C'est quoi la moyenne des délais là-dedans? Entre l'infraction, admettons qu'il n'y en a rien qu'une, là, entre l'infraction et la décision finale. Ça va vraiment varier. Je m'excuse d'intervenir. Techniquement, nous avons épuisé le temps, mais je suis convaincu que du côté gouvernemental, on est prêt à avoir la réponse. Donc, on va consentir à prendre du temps. Alors, Maître Brillant, vous pouvez répondre à la question. Je veux dire, c'est environ 1 an. Au niveau de la Cour municipale, là, lorsque on est rendu à l'avis d'émission et l'avis de non-paiement, c'est environ 1 an qui se sont écoulés depuis la date de l'infraction. Mais ça varie énormément d'une cour municipale à l'autre et entre la Cour du Québec et les cours municipales. Dans une cour municipale, la municipalité va décider quelles ressources qu'elle va donner. Donc, on va embaucher des ressources pour traiter rapidement nos dossiers. On va s'assurer d'avoir les délais les plus courts possibles. Mais ça, c'est des choix au niveau des municipalités. Donc, les délais sont vraiment variables d'une cour municipale à l'autre. À Montréal, ce que je vous dis, c'est environ 1 an. Ça termine ce bloc d'intervention.